Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Vous le savez, notre mandat à Destination Ski est de vous faire découvrir ou redécouvrir quelques-unes des plus belles stations du monde et ici au Québec. Eh bien, au cours des 2 dernières années, ça n'a pas été facile. On a eu plusieurs voyages qui ont été annulés ou reportés. Et là, on pensait en ce début d'année que tout allait être facile. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voulait vous présenter une dernière destination ici au Québec. Mais comme ces restrictions ne nous permettent pas de vous présenter cette station dans toute sa splendeur, nous avons décidé de vous présenter un top 3 de mes coups de cœur. Au cours des années, j'ai eu la chance de jaser et de skier avec plusieurs athlètes olympiques. À quelques semaines des Jeux, voici notre top 3, un Suisse, un Français et une Canadienne. Quand on vient dans les stations comme ça, on fait souvent de très belles rencontres et ce matin, j'en fais une très belle. Mathieu Bozetto, salut! Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour faire une petite descente avec nous. Tout à fait. Pour les gens qui ne connaissent pas Mathieu, médaillé de bronze aux Olympiques de Vancouver en snowboard alpin, la même année que mon ami Jesse J. Anderson avait remporté. Parle-moi un peu de toi, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Alors, plusieurs choses. Depuis les Jeux Olympiques, j'ai travaillé un petit peu avec mes anciens commanditaires, comme on dit chez vous. Pour l'instant, cette année, j'ai beaucoup travaillé sur Val d'Isère comme guide, ski moniteur guide, parce que j'ai beaucoup de clients avec qui j'aime faire un petit peu de hors-piste et des choses comme ça. Et l'été, j'ai une compagnie de piscine et de spa dans le sud de la France. Donc j'importe, je vends, je pose, tout pour pouvoir faire plouf dans le sud de la France. Ben, le bonheur ici à Val d'Isère, en tout cas pour nous, ça l'est depuis qu'on est arrivé. Et là, on va aller faire un petit bout de descente ensemble. Merci de prendre le temps. Et je suis content que tu aies mis tes skis au lieu de ta planche parce que j'aurais pas pu te suivre. Ah, c'est parfait! Wouhou! C'est tout un privilège qu'on a de pouvoir faire les first tracks, les premières pistes, c'est magnifique. Un peu croustillant, comme on dirait chez nous, parce qu'il y a un fait un peu doux. Hein? Voilà, il y a eu le fun qui a soufflé depuis 2 jours chez nous. Et cette nuit, comme il a fait un peu froid, malheureusement, ça a bien redurci. Mais des fois, c'est pas un mal. Disons que c'est vrai que le matin, comme ça, c'est un peu dur dans ce cas de figure-là. Mais ça nous protège un petit peu la neige aussi. Ben oui. Après des grosses chaleurs qui refassent un petit peu froid par-dessus, c'est pas un mal. C'est parfait. Allez, je reprends mon souffle, mais c'est parti. Alors le bob, c'est une tradition dans le village. On a eu les premiers champions olympiques de 1924 à Chamonix. C'est un équipage de l'Aisin. Et puis après, je suppose que j'ai chopé le virus, quoi. Moi, j'avais jamais vu un bob descendre sur glace. On est arrivé le dimanche, il y avait les championnats du monde de bob à 4. Puis on devait commencer le lundi. J'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis dit jamais je descends de cette piste. Ça tapait partout. Ça démontait les murs et c'était vraiment, à l'époque, encore dur comme sport, quoi. Donc on a été champion du monde en 82. À l'époque, on était 5 champions du monde en Suisse, donc pour 2 places. Donc la lutte, elle était... puis moi, j'étais le lutin, le roman que des Suisses allemands. Et on a, à ce moment-là, avant les Jeux, on a gagné toutes les courses de sélection, quoi. Big White, c'est 16 remontées mécaniques, c'est des acres et des acres de terrain skiable, c'est de nombreuses pistes, mais c'est aussi une championne olympique. Canada!
Pyeongchang. That's right, yeah. And those Olympics too, so special to stand in that start gate beside, you know, my best friend Britt and teammate, and then for us to finish first and second, you know, something that's so special that I'll forever cherish. And, you know, to cross that line with her, and it wasn't that I came first and she came second, you know, is that we had won the Olympics. And that's something really special for us, yeah, because we did it together. Yeah, but something is for sure, you'll always be an Olympic champion. So that's cool, yeah. And the nice thing too is with the Olympics being every 4 years, you know, even though I'm retired, I still get to call myself the reigning Olympic champion. That's right, you are the reigning champion. For another few years anyway, so. Congratulations on everything you've done and well represented Canada. So thank you, and thank you for spending some time with us. Yeah, no, it's fun. I love to showcase my home mountain here. It's special to me, and I hope you guys are enjoying it too. We're loving it. Le ski en Europe est très agréable. On peut descendre sur la même piste pendant près de 30 minutes. La météo est souvent très clémente. Et bien sûr, on peut s'arrêter pour le lunch en terrasse. Voici notre top 3 resto de montagne. Matinée parfaite, mais là, je pense que c'est le temps de manger sur une petite terrasse. Ah ben écoute, Alain, j'en connais une qui est pas si mal. Ah oui? Je t'emmène manger chez nous. C'est à toi la cabane. C'est à moi. Cool! La cabane des Violettes, qui est une cabane de club alpin, est située sur le domaine skiable de Crans-Montana et plus particulièrement sur le secteur Violette avec un panorama incroyable. Et puis on a repris cette cabane depuis, c'est la 8e année qu'on a repris la cabane. Alors l'expérience gastronomique qu'on va proposer à la cabane, c'est quelque chose qu'on a envie de manger sur les pistes. Nous on a envie, on a fait ce que nous on a envie de trouver sur les pistes. Et cette année, plus particulièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser le maximum de produits suisses, locaux. Et on arrive à 95% boissons comprises. On va pouvoir aussi goûter les vins valaisans, parce qu'on a un vignoble qui est assez incroyable. Donc on ne sert que des vins valaisans chez nous. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on servirait autre chose, parce que c'est très bon. Donc quand on vient à la cabane, d'abord on a un panorama, et puis ensuite on a une vraie gastronomie de montagne. Alors, je suis propriétaire du terrain depuis 25 ans environ. Le restaurant, par contre, a été construit plus tard puisque j'ai ouvert pour la première saison d'hiver en 2006-2007. Alors, le hors-piste, c'est déjà un clin d'œil au ski, puisque le hors-piste, on pense au ski quand on pense généralement hors-piste. C'est aussi un peu un symbole parce qu'on a voulu essayer, sans aucune prétention, se démarquer un petit peu de tout ce qui se fait dans les restaurants d'altitude en règle très générale. Donc essayer d'apporter un service de qualité à table, pas de self-service. Et puis aussi de se faire plaisir sur le plan architectural, puisque c'est un chalet qui est construit tout en pierre et tout en bois. C'est agréable. Pour ça, le mois de mars ici, c'est très doux. On a encore un peu de neige, évidemment. Cette année, ça a été plus difficile, mais on a encore de la neige. On peut profiter des terrasses aussi le midi, hein? Ah, tout à fait. Là, pense à ta crème solaire. Ouais. Le restaurant donc, se trouve à 2000 mètres d'altitude. L'accès se fait par le télécabine de Plan Prat. Et à l'arrivée, on retrouve donc l'ensemble de l'établissement, la bergerie, qui est le restaurant, la buvette qui est sur le Bref Bar et notre partie snacking qui est le comptoir. Donc à savoir que c'est une petite carte du fait que tout soit fait maison, puisqu'on a un titre de maître restaurateur. Donc nous avons différentes entrées, les grillades au feu de bois ainsi que les spécialités savoyardes et bien sûr des desserts. Je vous invite à venir profiter et de notre terrasse et de notre restauration juste avec une vue magnifique et face au Mont Blanc. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Papa, j'ai oublié mon casque. Maman, j'ai pas mes lunettes. Sais-tu des phrases qu'on entend ça, quand on va en ski, hein? Très souvent. Ce qui nous amène à parler aujourd'hui, en fait, des fameux sacs à bottes de ski qui peuvent être utilisés pour plusieurs choses. On parle souvent, en fait, des parties de l'équipement qui sont les plus importantes, que ce soit des skis, des bottes, des bâtons, etc. Mais une des parties qui sort un peu de l'ordinaire, c'est toujours les fameux sacs à bottes, pour plusieurs raisons. La première, enlever un peu de stress quand on arrive à la montagne, parce qu'il y a tellement de gens stressés à la montagne. T'as-tu tes lunettes, t'as-tu tes gants, t'as-tu oublié tes affaires? Et puis, si t'as un sac, tu peux
tout mettre là-dedans, puis tu manques de rien. Exactement. Donc, on a plusieurs exemples ici qu'on peut avoir. Donc, un fameux sac à bottes. On peut avoir les 2 bottes à l'extérieur ici, une place pour mettre le casque, une place pour mettre justement les lunettes. On a même un compartiment à l'intérieur qu'on peut mettre, si on veut, des bas supplémentaires, notre lunch. On peut mettre tout ce qui est excédent en fait, qu'on peut avoir, cache-cou, par exemple, tout dépendamment des changements de température qu'on peut avoir au courant de la journée. Puis ça l'amène à un niveau justement de stress, comme tu mentionnais. Qui, dans le fond, ça enlève en fait le stress. Pourquoi? C'est qu'à la maison ou avant de partir, c'est facile de tout regrouper, de tout laisser à la même place. On part en ski, on prend le sac de tel enfant ou même de nous-mêmes. C'est beaucoup plus simple. On l'amène dans la voiture puis on est sûr au moins de l'avoir rien oublié. Les gens vont dire, ouais, mais je peux prendre n'importe quel sac de sport ordinaire, mais avec des sacs spécialisés comme ça, c'est qu'il y a chacun des compartiments pour chaque pièce d'équipement. Tout dépendamment des modèles aussi, on peut en retrouver avec les bottes à l'extérieur pour les gens, par exemple, qui sont habitués de marcher, des fois, par exemple, un peu dans la boue ou dans l'eau ou quoi que ce soit. Sinon, on a certains modèles qui sont quand même assez intéressants, comme un sac comme celui-là ici, qu'on peut retrouver justement même avec un petit tapis quand on aime se changer à l'extérieur. Les bottes à l'intérieur, on a un compartiment ici qui est fait justement pour mettre les lunettes. C'est un compartiment rigide aussi pour justement empêcher les lunettes de se briser. On a quand même un compartiment pour le casque dans toutes les pochettes aussi qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc, naturellement, autant pour aller à la montagne de ski, pour partir en voyage de ski, même pour serrer le stock à la maison, il n'y a rien de plus facile. On arrive à la fin d'une journée, on fait sécher, par la suite, on met tout à l'intérieur du sac. On ne se retrouve pas quand on arrive à partir le matin, la tuque est où, le cache-cou est où, ou les lunettes sont où. Tout est vraiment à la même place. C'est vraiment un élément clé, autant au début de saison, durant la saison et même voire à la fin de la saison, que de s'assurer que tout est à la même place. Et quand on voyage, comme moi, je le fais assez régulièrement, c'est tellement commode d'avoir ça. Tu pars avec ton sac sur le dos, dans l'avion, puis après ça, tu es sûr de rien manquer. Exactement. Super important pour les voyages. Ça prend vraiment des sacs avec les bottes à l'intérieur, par exemple. Donc, tout faut vraiment que ce soit serré dans un sac à l'intérieur. On ne peut pas avoir les bottes à l'extérieur. Toujours intéressant. Merci, Julien. Pour moi, un voyage de ski, c'est aussi découvrir l'histoire de l'endroit qu'on visite. Au cours des dernières années, on a rencontré des gens magnifiques qui nous ont partagé leur passion de leur village. Voici notre top 3 visites. Je suis accompagné de Charles Rodet, qui est de l'Office du tourisme de Megève. Bonjour, Charles. Bonjour, Alain. Merci de nous accueillir ici. Tu vas nous faire découvrir un petit peu. On a quelques, évidemment, minutes pour découvrir cette belle ville qui est Megève. Où est-ce qu'on se trouve présentement? Alors là, on est sur la place de l'église, la place de la mairie, qui fait face à l'église. On est vraiment dans le cœur du village. C'est autour d'ici que tout se passe et que c'est toujours passé vraiment historiquement encore aujourd'hui. Les gens sortent du ski, vous avez l'arrivée de la télécabine là-bas, ils viennent ici en été, pareil, pour monter en altitude. Voilà, et ça a un petit peu changé, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis des siècles ici. Steven, une autre belle destination qu'on a visitée et qui est offerte maintenant chez Tour Altitude, c'est le Japon. Quelle incroyable place, la neige, le village, l'atmosphère, les gens sont tellement généreux et tellement agréables. La nourriture en plus qu'on a vécu, la culture et tout ça. Donc en plus, on a pu aller voir un temple bouddhiste, on est allé voir différents temples, même un château qui date de là au-dessus de 400 ans. C'était magnifique. Il y a beaucoup d'histoire là-bas. De l'histoire, je trouve que quand on arrive là-bas, on ne se sent pas nécessairement dépaysé, mais on sait qu'il y a un petit quelque chose. Et puis, les gens sont très accueillants. Puis, au niveau de l'historique, encore, il faut faire un voyage de ski, mais il faut essayer de faire en même temps peut-être 2-3 nuits de plus pour aller voir ce qu'il y a alentour des stations de ski. Je vais avoir le plaisir de découvrir Gstaad avec un des historiens les plus connus ici, M. Von Siebenthal. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes une famille qui a plus de 800 ans ici? Oui. Wow. C'est assez exceptionnel. Oui, c'est très exceptionnel. Je crois que c'est la famille la plus ancienne de la région. Parlez-moi un petit peu où se trouve-t-on ici en ce moment? Bon, nous sommes maintenant sur la place centrale du village, qui était toujours la place centrale du village, déjà à l'époque avant le tourisme. Donc, tout se passait ici sur la place. Ils faisaient le lessive dans la fontaine, ils cherchaient l'eau dans la fontaine pour les maisons, etc. Donc, ça, c'est resté la même chose. Ce qu'on retrouve derrière moi va intéresser nos amis skieurs, je pense. Oui. Ça, c'est le funiculaire. Ça, c'est-à-dire, c'est une invention d'un paysan local qui a inventé le système
une luge tirait l'autre à la montagne. Une descendait, l'autre tirait les gens en haut. Donc c'était le premier système pour faire monter les gens pour aller skier. Avant, ils ont dû aller à pied et après ils ont donc pris le système-là. Dites-moi, le train a changé un peu l'histoire de Gstaad. Mais bien sûr, avant que le train ait été fait, Gstaad était un village de 150 habitants. Ils faisaient du fromage, ils faisaient du lait, donc c'était très pauvre, il n'y avait rien. Et quand ils ont fait le train, donc les gens sont venus en train. C'était le premier train électrique en Suisse. Et puis ils l'ont toujours développé. Maintenant, vous voyez le tout dernier train, tout neuf, de Pininfarina, une maison italienne. Et puis c'est vraiment incroyable. Mais même de nos jours, 25% des gens viennent en train. Wow. Alors, on se retrouve sur l'artère principale, très illuminée. Hein? Oui. Donc, la lumière, toutes ces lumières de Noël ont été offertes par Julie Andrews. L'actrice américaine. L'actrice américaine qui a joué Mary Poppins, entre autres. Donc, elle habite Gstaad depuis 45 ans. Et puis, elle dit toujours à son avis que Gstaad est le dernier paradis au monde. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Jean-Luc Brassard, Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury, les Sœurs du Four-la-Pointe, ils ont tous commencé dans un club de boss et c'est pour ça qu'ils sont devenus des champions du monde. Le ski de boss, c'est un sport jugé où est-ce que les athlètes, dans le fond, doivent compléter une descente dans une piste de boss avec 2 sauts. Donc, ils doivent faire 2 sauts acrobatiques puis enchaîner dans les bosses par la suite. Donc, les juges vont attribuer leurs notes à la fois sur les sauts, sur la technique dans les bosses, puis sur la vitesse, donc le temps qu'ils ont pris pour compléter la descente. Dans ton 3, c'est super important, tu regardes vraiment en avant, tu te laisses sortir, tu te laisses flotter dans les airs, OK? Nous, nos athlètes ici commencent à peu près vers l'âge de 7-8 ans. Puis ils vont commencer par évoluer dans la catégorie acrobats. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment juste s'initier à la compétition. Donc, ils vont faire des sauts, ils vont faire un peu de boss, ils vont faire aussi des rampes, comme on retrouve dans les parcs à neige. Puis après ça, à partir de l'âge de 12 ans, ils vont évoluer plus sur le circuit régional. Puis vraiment, l'objectif du club ici, c'est vraiment juste de s'initier à la compétition, apprendre à aimer, à s'entraîner. C'est vraiment la base, puis on développe vraiment juste les habiletés de base pour pouvoir faire de la bosse. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait des bonnes habiletés pour le ski de boss, dans le club ici, le plus haut niveau qui va compétitionner, ça va être au niveau provincial, donc avec tous les athlètes de la province du Québec. Puis aussi au niveau canadien, donc avec tout le Canada. Puis ensuite, il y a l'équipe du Québec, qui est une équipe qui est au-dessus des clubs régionaux comme le nôtre, qui vont venir recruter les meilleurs athlètes des clubs régionaux, puis eux vont participer vraiment à des niveaux plus élevés, par exemple au niveau nord-américain. Puis c'est vraiment là, pas mal le summum qu'on a là, dans la province de Québec. Et un jour, on l'espère, ils vont peut-être pouvoir compétitionner avec Michael Kingsbury. La plupart des gens qui partent en voyage le font dans l'espoir de pouvoir se retrouver dans de la poudreuse jusqu'aux cuisses. Eh bien, nous, au cours des années, avec le nombre de voyages qu'on a fait, on a eu cette chance. Voici notre top 3 des plus beaux moments de poudreuse. On est au sommet de la crête de l'Alpe. Et là, on va attaquer un domaine skiable assez impressionnant. En tout cas, à mes yeux, à moi, c'est très impressionnant. La neige semble très belle. Et le petit restaurant qu'on voit en bas, il est à 1000 mètres de plus bas, donc de dénivelé. Ça va chauffer. C'est parti.
quelquefois, quand on vient en Europe, on est très, très chanceux. Il tombe beaucoup de neige. Mais cette fois-ci, je dois vous avouer que c'est assez exceptionnel. Regardez. Et ça n'arrête pas, continuellement. On aime ça. Des fois, quand on décide de faire un petit peu d'hors-piste, on fait des belles découvertes. Là, je n'ai fait une pas pire, qui est là d'un bonhomme de neige. Elle est un petit peu lourde aujourd'hui, mais c'est tellement cool, là. C'est tellement cool, là. Il y a 2 mètres de neige, c'est fou, c'est fou. Mais là, je pense qu'on est mieux de sortir d'ici. OK. Pas toujours évident de faire l'exercice de trouver le top 3 de toutes ces catégories, mais je pense que vous aurez apprécié. Je veux remercier les gens de Sommet Saint-Sauveur pour leur accueil ici aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on travaille sur un voyage pour notre prochaine saison, mais d'ici là, il nous reste encore une émission. Notre dernière visite du ski Big 3, ce sera Lac-Louise la semaine prochaine. Bon ski tout le monde! Destination Ski vous a été présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.